Alors bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette restitution du 15e rapport de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières premières énergétiques. Un rapport qui porte donc sur les stocks stratégiques de métaux critiques. Pour rappel, l'Observatoire est coordonné par l'IRIS en consortium avec Enerdata et Cassini, dans le cadre d'un contrat avec la Direction générale des relations internationales et stratégiques du ministère des Armées. Et avec cet observatoire, nous publions un rapport trimestriel, principalement pour analyser les stratégies des grands acteurs que sont États-Unis, Russie, Chine, mais nous traitons aussi des sujets transverses, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors ce rapport, il a été rédigé par Emmanuel H., qui est directeur de recherche à l'IRIS et qui est également directeur scientifique de l'Observatoire. Emmanuel H. est spécialiste des questions de prospective énergétique et d'économie des ressources naturelles, des disciplines qu'il enseigne notamment à l'IRIS. Et il a été également donc co-rédigé par Frédéric Jeannin, enseignant-chercheur à l'IRIS, membre de l'Observatoire et spécialiste des matières premières énergétiques. Avec nous, donc, nous avons David Amsalem. David Amsalem qui a cartographié ce rapport avec Roman Bonjour, Vinadia. est-ce que vous Il est m'entendez? directeur, Bonjour Emmanuel, oui on t'entend très bien. il est directeur de Cassini et donc va pouvoir nous présenter les cartes du Que vous rapport. m'entendez? Alors justement, nous sommes avec Emmanuel H Vous m'entendez ou qui pas? vient de se connecter Oui, et qui va pouvoir introduire, le rapport. Dans un contexte de transition digitale et énergétique, on a une augmentation des besoins en métaux, et cette augmentation des besoins en métaux, elle crée de nouvelles dynamiques géopolitiques. Et donc parmi les manœuvres géopolitiques que l'on peut observer, ce rapport se centre sur les stratégies que les États ont pu avoir en termes de constitution de stocks stratégiques. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on va vous présenter les principaux résultats de ce rapport que nous avons coécrit avec Frédéric Janin et qui a été illustré par nos partenaires de Cassini. Donc, ce qu'il faut comprendre quand on parle de stocks stratégiques, c'est que finalement, le retour de la question des stocks stratégiques, elle vient notamment d'un contexte géopolitique qui est de plus en plus incertain et notamment d'une rivalité systémique entre les États-Unis et la Chine. Alors, en termes d'éléments de contexte, bien évidemment, on a, j'allais dire, deux points forts de cette question des métaux critiques et des stocks stratégiques qui provient de la double transition à la fois énergétique et digitale, qui amène notamment à une anticipation assez marquée des besoins en minerais et en métaux, à la fois à l'horizon 2030, notamment lorsqu'on voit les objectifs européens de pénétration des technologies bas carbone, et puis bien évidemment à l'horizon 2050. Pourquoi? Parce que tout simplement, les principaux pays consommateurs, notamment l'Union européenne, mais également les États-Unis et puis le Japon, ont des objectifs de décarbonation à la fois du secteur des transports et du secteur de la génération d'électricité, et ce qui fait que on va avoir une hausse assez marquée de la demande, de la demande en métaux. Pour rappel, le rapport 2021 de l'Agence internationale de l'énergie prévoyait une hausse, enfin une multiplication d'environ 42 du besoin en lithium, de 21 pour le cobalt, de 19 pour le nickel et d'environ 3 pour le cuivre à l'horizon 2040 pour le secteur pour l'électrification du secteur des transports. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien évidemment ces hausses de besoins en matériaux critiques, ils induisent notamment de la part des pays consommateurs des politiques de sécurisation. Des politiques de sécurisation qui peuvent être des politiques à court terme, des politiques à moyen terme ou à long terme. Alors bien évidemment, sur ces politiques, on va dire de moyen et long terme, vont se jouxter des manœuvres politiques ou en tout cas
des politiques, j'allais dire, assez globales, hein. On peut penser notamment à l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Cette Inflation Reduction Act aux États-Unis, elle prévoit notamment de réindustrialiser ou de mettre en place des capacités de production sur le territoire américain, et elle va avoir notamment des impacts en termes de besoins en matériaux et en métaux critiques. Et notamment, il y a une note très intéressante, hein, de S&P d'août 2023 qui a tout simplement quantifié la hausse des besoins en matériaux, notamment pour l'économie américaine, avec ce plan d'Inflation Reduction Act et sans ce plan d'Inflation Reduction Act. Alors, au niveau des stratégies de sécurisation des pays consommateurs, hein, on a plusieurs types de stratégies qu'on ne va pas développer ici parce que bien évidemment, on va se concentrer sur la constitution des stocks stratégiques. Mais bien évidemment, en parallèle, hein, à long terme, qu'est-ce que l'on vise? On vise une production nationale sur le territoire, on vise le développement du recyclage, on vise une diplomatie minérale, mais bien évidemment, on peut tout à fait comprendre qu'à court terme, on ne va absolument pas pouvoir répondre aux questionnements et notamment à la sécurisation avec ces objectifs-là, tout simplement parce que augmenter la production nationale sur un territoire, c'est des objectifs qui sont autour d'une dizaine d'années. Pareil pour le développement du recyclage ou pour la diplomatie minérale. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste, j'allais dire, cette question de constituer ou de reconstituer des stocks stratégiques, à la fois en France, en Europe, aux États-Unis, au Japon. Et cette question, j'allais dire, elle reprend forme. Elle avait déjà pris forme, hein, dans les années d'après-guerre, hein, notamment aux États-Unis, mais Frédéric en parlera. En France, bien évidemment, on a aussi cette question. J'ai presque envie de dire, c'est un peu un serpent de mer des questions de sécurisation des besoins en métaux et en matériaux, hein. Pourquoi? Parce que dans les années 70, bien évidemment, on s'est posé la question. On a même créé une agence des matières premières à ce propos qui a disparu à la fin des années 90. Et le rapport Varin de janvier 2022, hein, qui constitue un petit peu un point zéro, notamment pour la France, sur la question des métaux critiques, ce rapport Varin, il abordait la question des stocks stratégiques et notamment de la reconstitution de stocks stratégiques avec déjà quelques limites qui étaient évoquées dans le rapport Varin, ou en tout cas dans ce qui ressortait du rapport Varin, c'est-à-dire à la fois on s'interroge sur la remise en place de stocks stratégiques, mais on commence aussi à se poser la question des limitations possibles, notamment des limitations financières, et puis on se pose la question notamment de savoir quel type de marché. Et donc, comment dire, cette question des stocks stratégiques, certes, ils ont constitué dans le passé, hein, pour certains pays, pas tous, mais de nombreux pays à la fois européens et puis aux États-Unis et au Japon, ils ont constitué des outils, et malgré tout, ils interrogent. Ils continuent d'interroger. Slide suivant. Ils continuent d'interroger, et quelque part, ce sont à notre sens, ce sont les grandes questions qu'il faut vraiment regarder quand on parle de stockage stratégique. Déjà, il faut se poser la question de quelle matière première on doit stocker. Et quand je dis quelle matière première on doit stocker, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, est-ce qu'on stocke toutes les matières premières? Est-ce qu'on va se projeter sur un type de matière première en particulier? C'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt sur les métaux électriques, sur les grands métaux? Est-ce qu'on va regarder uniquement les métaux qui font l'objet d'un marché de gré à gré et qui n'ont pas, j'allais dire, de surface importante au niveau international? La deuxième question qu'on doit se poser, c'est à quel niveau de transformation? Est-ce qu'on va aller stocker du minerai? Est-ce qu'on va aller stocker du métal? Est-ce qu'on va aller stocker des produits finis ou semi-finis? Alors ça, c'est important parce que quelque part, la question, c'est à quoi vont servir ces stocks stratégiques? Si vous stockez des minerais, mais que vous n'avez pas les capacités de raffinage sur votre territoire, quel est l'intérêt d'en stocker? Donc là, ça se pose la question de à quel niveau de la chaîne de valeur on doit s'interroger. Après, il y a la question du temps. Est-ce qu'on
doit les conserver pendant 1 an, 2 ans, 5 ans? Est-ce qu'il doit y avoir une règle? Et donc, quelque part, de s'interroger sur la forme de gouvernance, j'allais dire temporelle, des stocks stratégiques est fondamentale. Et à cette question du temps doit répondre la question de la communication. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, est-ce qu'on doit communiquer à l'instar de certaines institutions qui, à chaque fois qu'elles stockent ou déstockent, informent les marchés, ou est-ce qu'on doit justement, est-ce qu'on doit plutôt être dans la non-transparence et le silence lorsqu'on réalise ces questions de stock stratégique? Et quelque part, le parallèle peut quasiment être fait, notamment avec ce que l'on observe dans les banques centrales d'un point de vue monétaire. Hein, pendant très très longtemps, j'allais dire jusqu'au milieu des années 90, on était plutôt sur des schémas de non-communication, c'est-à-dire que la banque centrale devait surprendre, et depuis 1990, ou en tout cas la moitié des années 90, hein, rappelez-vous la grande période de Greenspan, on est plutôt sur des logiques de communication dans les banques centrales. Qu'est-ce qui doit se passer au niveau des stocks stratégiques? Est-ce qu'on doit annoncer? Est-ce qu'on doit être transparent? Ce sont de vraies questions. Après, se pose la question aussi j'allais dire, de la géographie de ces stocks. On a un exemple assez extraordinaire sur les marchés de matières premières, hein, c'est celui du marché pétrolier, avec notamment les stocks de l'Agence internationale de l'énergie, des stocks en pétrole ou en produits pétroliers. Et quelque part, l'efficacité des stocks à l'AIE provient du fait que justement on a la possibilité de voir grand, voir large, et d'intervenir de manière coordonnée, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des pays qui gèrent, j'allais dire, ces stocks, et vous avez véritablement des stocks mondiaux gérés par l'AIE. Alors mondiaux, pas complètement, parce que l'AIE est une institution de l'OCDE, mais il y a une initiative coordonnée. Et donc là se pose à l'inverse la question de est-ce que ça sert de faire des stocks stratégiques de manière nationale, j'allais presque dire seul dans son coin. Après, comment on finance les stocks stratégiques? Comment on finance ces stocks stratégiques? C'est aussi fondamental. Pourquoi? Parce que si vous allez interroger un tout petit peu les industriels ou les différents acteurs des filières, vous apercevrez que, j'allais dire, a priori, les gens sont plutôt favorables pour réaliser les stocks stratégiques. Lorsque vous commencez à parler de financement, là, on a beaucoup moins de personnes qui sont a priori favorables. Pourquoi? Parce que là, à la fois, les entreprises considèrent peut-être que le rôle, la question de la sécurisation, c'est quelque chose qui doit relever du public et de l'État, parce que tout simplement, c'est un objectif étatique de subvenir, ou en tout cas de sécuriser les besoins. L'État considère que c'est peut-être au niveau des acteurs privés. Après, il y a peut-être aussi des solutions mixtes à envisager, et notamment à se poser la question du ciblage. Comment on fait pour cibler les entreprises qui doivent stocker, et donc quelque part un partage, j'allais dire une coopération publique-privée en fait sur ces questions est à mon sens fondamental. Après, dernier point, c'est comment on constitue ces stocks stratégiques. Hein, vous n'êtes pas sans savoir que les marchés de matières premières, ce sont des marchés qui sont dans la majeure partie des cas qui sont assez tendus, hein, c'est-à-dire qu'on a des équilibres qui sont assez précaires, notamment sur les marchés des minerais et des métaux. Et lorsque vous voulez, j'allais dire, stocker un certain nombre, un volume en tonnes, en centaines de tonnes, voire même en milliers de tonnes, et ben sur des marchés qui sont notamment très petits, on peut penser notamment au marché du cobalt, au marché du lithium, au marché des terres rares, hein, qui se comptent en centaines de milliers de tonnes. Ben, lorsque vous faites un stockage de 5000 tonnes, comme a fait notamment l'organisation qui gère les stocks en Chine de 5000 tonnes de cobalt pendant l'été 2023, bah 5000 tonnes sur un marché qui fait environ 100 ou 130 000 tonnes, bah, ça peut impacter. Ça veut dire que la constitution en elle-même des stocks stratégiques peut entraîner de la distorsion de marché. Et donc, quelque part, savoir comment on peut le gérer sur le moyen et le long terme, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et dernier point, et je rajoute cela, c'est que la question de la constitution, là encore une fois, c'est une question temporelle. Et derrière cette question temporelle se pose tout simplement la question du progrès technique. C'est-à-dire, si je mets 4 ou 5 ans ou 6 ans ou 7 ans à constituer des stocks d'envergure pour ma filière,
Est-ce que on n'aura pas d'autres technologies? Donc, quelque part, les stocks que l'on aura constitués avec ces matières premières-là ne seront-ils pas obsolètes? Donc là, il y a quand même une différence entre les stocks pétroliers et les stocks de métaux et de matériaux critiques. Donc, quelque part, la question des stocks stratégiques, elle doit interroger l'ensemble de ces questions qui sont là. Et donc, aller s'interroger sur l'ensemble de ces questions, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder autour de soi, c'est-à-dire on a été regarder avec Frédéric notamment ce que faisait l'ensemble des pays en matière de stockage stratégique. Prochain slide. Et juste pour finir cette introduction, histoire de poser clairement les termes du débat, bien évidemment, dans cette présentation et dans ce rapport, on va parler des stocks stratégiques, c'est-à-dire ceux qui vont permettre d'anticiper toute forme de perturbation, que ce soit une perturbation, je vais dire, géopolitique, voulue, non voulue, perturbation des chaînes d'approvisionnement industrielles, notamment dans les fonctions essentielles à la fois de l'État et de ses entreprises. Et bien évidemment, on ne va pas parler dans ce rapport et dans cette présentation des stocks, c'est-à-dire des stocks, j'allais dire des stocks commerciaux, c'est-à-dire les stocks que l'on va trouver à l'ensemble à l'ensemble des nœuds des chaînes de valeur industrielles qui là pourraient faire l'objet d'un autre rapport. Donc là, on va se concentrer uniquement sur les stocks stratégiques. Merci Emmanuel. Et oui, et donc, comme tu le disais maintenant, avant de rentrer dans cette cartographie des stocks actuellement en fonction à travers le monde, on a effectivement un certain nombre de pays qui ont eu des initiatives par le passé et qui continuent aujourd'hui d'avoir des activités de stockage. Et celui qui fait l'objet un petit peu de cas d'école en la matière, Emmanuel l'a déjà introduit, ce sont les États-Unis. Alors pourquoi cas d'école ? Déjà parce qu'il s'agit d'une des entreprises les plus anciennes encore en activité, et aussi, on revient à la question de la communication, c'est peut-être ceux sur lesquels on a le plus d'informations aujourd'hui, et on est le plus en mesure d'établir un petit peu les avantages, les inconvénients de ce type de politique. Donc, pour faire un petit peu une présentation d'ensemble du fonctionnement de ces stocks, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que l'idée d'instaurer des stocks stratégiques date environ à peu près de 1917, de l'entrée en guerre des États-Unis au moment de la Première Guerre mondiale, avec cette idée qui aujourd'hui est toujours d'actualité, de sécuriser les industries domestiques vis-à-vis des perturbations qui pourraient survenir en cas de guerre, donc en l'occurrence dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Donc il y a d'abord eu tout un travail de cartographie des approvisionnements, des capacités de stockage des entreprises pour voir un petit peu l'état de vulnérabilité des États-Unis, et en 1939, on a eu un premier texte législatif en faveur de la création de stocks stratégiques, Strategic and Critical Material Stockpiling Act, qui date de 1939 et qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la National Defense Stockpile, donc les stocks de défense nationale, la NDS, qui aujourd'hui est encore en activité. Alors en 1939, le projet est resté relativement embryonnaire pour un certain nombre de raisons, notamment du fait que le texte d'origine prévoyait que les approvisionnements soient essentiellement domestiques, ce qui bien sûr posait un certain nombre de problèmes, et ce qui a causé un certain nombre de difficultés pendant la guerre, notamment les approvisionnements en cuivre, qui a freiné les industries de défense. Prenons leçon de cet événement. En 1946, le texte a été amendé, a notamment réintroduit la possibilité d'utiliser des approvisionnements extérieurs pour assurer le fonctionnement de cette NDS, et ce qui a conduit vraiment véritablement le texte de 1946 au début d'une vraie politique proactive de stockage stratégique. Sachant que la fonction était essentiellement stratégique, c'était de répondre en cas de crise ou de guerre déclarée, à assurer la continuité des activités de défense, mais également, et c'est arrivé un petit peu plus tard, assurer les besoins civils essentiels, et le tout pour réduire, bien entendu, la vulnérabilité aux importations, et notamment la notion de coût. C'est quelque chose qui transparaît beaucoup dans les textes aux États-Unis, dans les textes de l'époque, de vraiment réduire l'impact économique de ces approvisionnements pour sécuriser les activités de défense. En termes d'acteurs, on a 4 institutions qui ont vraiment une fonction importante dans cette NDS. Le tout premier, c'est bien sûr la présidence des États-Unis. Le président a une sorte de primauté dans la gestion de ces stocks, étant donné que c'est lui qui est responsable de leur constitution, de leur actualisation, et en cas de guerre, de conflit, d'assurer la libération de ces stocks. Mais
en réalité, la vraie institution qui a un vrai pouvoir, qui a le plus d'influence sur ces stocks, c'est le département de la défense américaine, qui, sous délégation du président des États-Unis en tant que gestionnaire de stock, assure en fait vraiment la constitution, l'élaboration d'une liste de métaux et surtout va rédiger un scénario qui va établir la possibilité de conflit, c'est-à-dire dans le contexte international, il est possible que les États-Unis fassent face à un ou deux conflits en parallèle avec des implications diverses et variées qui vont permettre d'établir quels sont les besoins de l'industrie de défense. Et à partir de là, les stocks vont être constitués. Et tout ça va se faire avec ce que j'ai envie d'appeler un petit peu le bras armé du département de la défense, l'agence logistique de défense, qui est la véritable institution qui va assurer les approvisionnements, la rotation des stocks de manière opérationnelle. Et tout ça, bien sûr, se fait avec l'aval, avec le contrôle permanent du Congrès des États-Unis, qui doit être au courant des modifications dans les évolutions des stocks, mais qui aussi va autoriser, va valider le financement de cette NDS à travers un fonds dédié qui est directement attribué par le Trésor américain et qui donc est contrôlé par le Congrès. Ce qui est important de noter, dernier point, c'est que cette NDS, ces stocks de défense nationale ont pour fonction unique de répondre aux intérêts de la défense nationale. Elle ne peut en aucun cas servir à assurer des correctifs budgétaires ou servir d'autres besoins que ceux de la défense américaine. Alors, si on s'intéresse un petit peu aux inventaires, alors, il est important au préalable de préciser que, bien évidemment, ces stocks sont confidentiels. Officiellement, on ne sait pas quels sont clairement les volumes, les matières stockées en temps réel. Ça, c'est quelque chose qui est gardé confidentiel. Néanmoins, les entrées et les sorties, les achats et les ventes sont quand même publiés par le bureau du sous-secrétaire à la Défense. Donc, on est en capacité, et d'ailleurs un certain nombre de think tanks américains travaillent quotidiennement à établir cette liste, de savoir, à peu de choses près, quels sont les éléments qui figurent dans ces stocks. Et on retrouve, vous pouvez le voir ici sur le tableau qui est à gauche, un certain nombre d'alliages, de matières premières, aussi de matières semi-finies. On a par exemple des explosifs qui font partie des inventaires de la NDS. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est la liste que vous avez à votre droite, avec les 58 matières d'intérêt pour le département logistique, l'agence logistique de la défense. Donc vous allez voir donc cette liste de matières et vous allez vous rendre compte assez vite que effectivement on ne retrouve pas exactement les mêmes matières. Il y a effectivement un certain nombre qui ne figurent pas. Ça a été par exemple le cas du gallium lorsqu'on a eu ces fameuses restrictions chinoises qui sont apparues sur le germanium et le gallium. Donc évidemment on est en droit de se poser la question pourquoi on a ce décalage. Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, si je peux passer sur la slide suivante, on a des stocks américains qui sont, je pense qu'on peut le dire, qui sont en crise. Si vous regardez le graphique qui se trouve à votre droite, vous voyez l'évolution des stocks en matière de financement en dollars américains. Vous voyez les volumes de 1941 qui étaient évalués à environ 1 milliard de dollars. Et quand vous regardez les chiffres de 2021, vous vous rendez compte qu'on n'atteint même pas ce milliard de dollars. De la même manière, sur le tableau qui se trouve à votre gauche, vous voyez qu'à dans les années 90, progressivement, les financements en vue de reconsolider ces stocks-là se sont taris. En revanche, la vente, la libération de stocks a continué dans le temps. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. La première, c'est déjà une révision à la baisse des besoins matériels à partir des années 50. Ce qui peut paraître assez paradoxal, étant donné qu'au début des années 50, on était au tout début de la guerre froide, avec l'idée, la potentialité d'une guerre avec l'Union soviétique qui était bien ancrée dans les esprits. Mais malgré tout, le département de la Défense a commencé à revoir ses volumes à la baisse, tout simplement parce que si guerre il devait y avoir avec l'Union soviétique, cette guerre très certainement serait nucléaire. Et donc, aussi particulier que ça puisse paraître, les besoins matériels ne sont pas les mêmes. Si vous avez une guerre nucléaire, les besoins matériels sont moindres et la guerre est beaucoup plus courte. Donc on a commencé à réduire ces stocks. Après, vous avez eu un deuxième phénomène qui était à partir des années 80, donc, cette ambition de réduire les dépenses publiques américaines, qui a conduit encore une fois à une libération de ces stocks, et qui s'est continuée dans les années 90. Et le regain des questions sécuritaires au début des années 2000 n'a pas changé grand-chose après le 11 septembre, parce que cette fois, on avait complètement oublié cette possibilité de guerre, comme on dit, de haute intensité, et on était plutôt sur des opérations contre-terrorisme, et donc encore une fois, on a plutôt revu à la baisse les besoins matériels de la NDS. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on est effectivement à des stocks qui sont
bien moindres que ce qu'ils étaient au début des années 50. Et tout ça a conduit à un constat de la part de la Commission de la stratégie de la défense nationale américaine que les États-Unis étaient en état d'insolvabilité stratégique. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ce mot? Eh bien, que si jamais les États-Unis se retrouvent en conflit ouvert avec une grande nation rivale, par exemple la Chine ou la Russie, eh bien les États-Unis n'auraient pas d'autre choix que de recourir prématurément à de l'armement non conventionnel, donc dit plus simplement de l'armement nucléaire, tout simplement par manque de besoins matériels, l'incapacité de tenir un conflit sur la durée. Alors, malgré tout, il y a quand même des évolutions à noter. Vous avez eu un Executive Order 1417 en février 2021, dans la suite de la crise sanitaire de 2020, où la question des chaînes de valeur, des approvisionnements sont arrivées sur le devant de la scène, sont revenus sur le devant de la scène. Et cet Executive Order prévoyait une révision complète des chaînes d'approvisionnement des États-Unis, vraiment à planifier la situation actuelle. Et à la clé de cet executive order, vous avez eu un rapport qu'on appelle le 100 Days Review, qui a conclu qu'effectivement, il y avait un besoin aujourd'hui, au vu de l'état des chaînes de valeur, de reconstituer ces stocks en prévision de potentielles crises qui nécessiteraient des besoins en matières premières, ce que Emmanuel a bien énoncé en introduction, des besoins en matières premières qui sont de plus en plus importants aujourd'hui. Alors un autre cas qui est tout à fait illustrant sur cette question des stocks, c'est le Japon. Alors, on peut trouver ça assez logique que le Japon ait des stocks stratégiques, étant donné que, on le sait, le Japon a ce qu'on pourrait appeler un peu rapidement une culture de la pénurie. On le sait, le sol japonais est relativement peu doté en matières premières, a relativement peu de ressources géologiques, et on s'en souvient, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose qui a fait cruellement défaut à l'effort de guerre japonais. Donc il y a vraiment cette notion de vulnérabilité vis-à-vis des approvisionnements, qui a conduit dès les années 60 à la création de l'Agence japonaise de financement de l'exploration des minéraux métalliques, qui aujourd'hui est connue sous l'acronyme JOGMEC. Donc vous voyez le logo juste ici. Et la fonction de ces stocks sont essentiellement économiques, contrairement aux États-Unis. C'est sécuriser les flux de matières stratégiques, protéger les industries domestiques, stabiliser les prix. Mais malgré tout, on a quand même une notion stratégique, étant donné que l'objectif qui transparaît beaucoup dans la documentation, c'est de réduire la dépendance à la Chine, étant donné que le Japon est fortement dépendant des importations, et notamment des importations en provenance de Chine. Donc, en termes d'acteurs principaux, vous avez deux ministères. Vous avez le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, le METI, et le ministère de l'éducation, de la culture, du sport, des sciences et des technologies, le MEXT, qui tous les deux élaborent une stratégie qu'on appelle la stratégie des éléments, qui vise à promouvoir les investissements, le recyclage, la recherche sur les questions de matières premières et, bien sûr, ce qui nous intéresse ici, le stockage. Et tout ça sous les activités de la JOGMEC, qui, jusqu'à très récemment, assurait 70% des stockages de matières premières stratégiques, partagés à 30% avec des entreprises privées jusqu'à très récemment. Donc, si on regarde un petit peu au contenu et surtout à la dernière liste en date publiée par le gouvernement japonais, on peut voir une liste de 34 matières critiques qui nécessitent des activités de stockage, sachant que c'est important de préciser encore ici, ces stocks sont confidentiels. Donc on a cette liste publiée par le gouvernement japonais, néanmoins, nous n'avons aucune certitude sur vraiment l'état réel de ces stocks, qui sont censés osciller en fonction des besoins de 30 à 180 jours de consommation nationale. Il est important de noter que cette liste est la dernière en date. Jusqu'à avant la crise sanitaire, le Japon déclarait des intentions de stockage pour 7 ou 10 matières critiques. Alors la liste varie beaucoup d'une source à l'autre, donc je ne m'avancerai pas sur les matières effectivement stockées, mais on voit qu'il y a eu, en l'espace de quelques années, une véritable inflation des activités de stockage, et notamment aujourd'hui, ce que je vous disais juste avant, désormais, le stockage, petit problème de slide, le stockage est assuré désormais à 100% par la JOGMEC, 100% sous le contrôle de cette société publique. Et donc, comme on l'a vu juste avant, on est passé de 7 à 34 matières entreposées, et on est passé, en moyenne, on était à une trentaine de jours de stock déclarés, à plus de 180 jours, enfin 180 jours pour un certain nombre de matières. Tout ça parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez les craintes qui sont réapparues pendant la crise sanitaire, les risques de vulnérabilité sur les approvisionnements, mais aussi, vous avez un autre événement, c'est la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que, c'est assez connu, le Japon et la Chine ont des tensions géopolitiques assez fortes, et cette guerre en Ukraine a remis sur le devant de la scène la possibilité d'une guerre de haute intensité.
Alors, ce n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, le Japon s'est relancé dans une politique de réarmement. Et récemment, vous avez eu des publications en décembre 2022, pardon, qui font état d'une capacité de contre-attaque à constituer, qui donc passera par la disponibilité en matières premières. Donc aujourd'hui, ces stocks qui étaient purement économiques sont réintégrés dans des notions stratégiques, des notions de défense. Pour citer récemment, il y a eu quelques publications qui parlent même de mutualiser certains stocks avec les États-Unis et l'Europe, notamment sur des munitions, sur des matériaux qui rentrent dans la composition de munitions. Donc là, on est vraiment sur un changement complet dans la perception de ces stocks, dans la stratégie de ces stocks en ce qui concerne le Japon en vue du réarmement du pays. Ça passe pas bien, voilà. Notre exemple, la Corée du Sud. Alors, la Corée du Sud partage certains points avec le Japon, dans le sens que ici aussi, on est avec un pays qui a un déficit en termes de matières premières sur son territoire. Géologiquement et en termes de matières premières en général, la Corée du Sud est dans une situation assez similaire, ce qui l'a conduit, pareil que le Japon, dès les années 60, à constituer une stratégie de stockage stratégique. Mais chose particulière ici, on n'a pas une seule institution, on en a deux. On a la COMIR, qui anciennement était la Corrèze, donc la Société des ressources coréennes, et le Public Procurement Service, PPS ou en français Service coréen des marchés publics, qui tous les deux, sous la coordination du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, vont assurer une fonction de stockage. Une fonction qui est, comme le Japon, essentiellement économique, du moins récemment, donc de protéger les industries, de stabiliser les prix, mais quand même avec une fonction stratégique de soutenir les activités critiques en cas d'urgence nationale, ce qui peut se comprendre étant donné la présence de la Corée du Nord et des tensions entre les deux pays. Mais voilà, on est sur quelque chose d'assez particulier dans le sens qu'on a deux organisations, la COMIR et la PPS, sachant que la COMIR a plutôt fonction d'assurer les investissements, le développement des activités minières, mais aussi le stockage à proprement parler et l'approvisionnement des entreprises, et la PPS qui va plutôt avoir un rôle de centrale d'achat et de libération d'achat, etc., d'immobilisation pour stabiliser un petit peu les prix. Mais on va revenir dessus d'ici quelques slides. Si on jette un œil à la stratégie globale en Corée, donc on a un certain nombre de métaux qui sont déclarés comme stratégiques par le gouvernement coréen, sud-coréen. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ici on est avec des métaux qui répondent à un certain nombre de critères, ce qui n'est pas forcément visible, en tout cas pour les États-Unis et le Japon, mais pour la Corée du Sud, sont considérés comme critiques et nécessitant des activités de stockage. Toutes les matières dont la consommation repose à 90% minimum sur des importations, ont une valeur d'importation qui excède 100 milliards de dollars et qui peuvent être raffinées sur le sol sud-coréen. Chose que la Corée partage aussi avec le Japon, qui intègre aussi cette nécessité de raffiner et de transformer la matière sur son territoire, tout simplement parce que si vous avez des stocks de matières premières, si vous ne pouvez pas les transformer, les raffiner, vos stocks ne servent pas à grand chose d'un point de vue stratégique. Donc voilà, on est sur cette stratégie-là qui est quand même relativement ambitieuse, et pourtant, je pense qu'on peut dire ici, comme la NDS, mais de manière différente, que les stocks coréens sont en crise. Et je pense qu'arrivé à ce moment de la présentation, vous le voyez un petit peu venir, le problème viendrait essentiellement des problèmes de coordination entre ces deux institutions, la COMIR et la PPS. Donc, on l'a évoqué, ces deux institutions sont censées avoir des activités séparées, mais néanmoins, il y a vraiment une confusion dans les activités, un manque de coordination assez flagrant, et honnêtement, quand vous allez voir un petit peu le fonctionnement de ces institutions, vous ne voyez quasiment pas de précision sur la manière dont fonctionne la coordination, dont est fait vraiment la vision d'ensemble des stocks en Corée, et ça a conduit à un certain nombre de défauts de gestion qui font qu'aujourd'hui, les ambitions du ministère qui sont de 60 jours de stockage minimum ne sont pas du tout remplies. Je vous invite à regarder sur le graphique qui se situe à votre gauche, notamment le lithium et le cobalt. Donc deux éléments qui sont assez importants dans la fabrication de batteries, qui pour rappel, la Corée du Sud est le deuxième producteur mondial. Et si vous regardez, vous voyez bien qu'on atteint difficilement 6 jours de stock pour le lithium et 12 jours pour le cobalt. Et les choses sont confirmées par des officiels sud-coréens qui ont confirmé qu'effectivement, si aujourd'hui vous avez la moindre fluctuation dans les approvisionnements, défaut d'approvisionnement par exemple en lithium, eh bien les industries coréennes pourraient se retrouver à l'arrêt.
Et c'est un problème qui est encore visible aujourd'hui. Les dernières publications, les dernières sorties qu'on a pu trouver de la presse coréenne font état de ce problème persistant. Et vous avez récemment une sortie du président de la COMIR qui effectivement a confirmé qu'il y avait une nécessité d'unifier le système. Donc je pense qu'on peut dire ici qu'on est face à un système qui est en difficulté, certes qui a l'ambition de se réformer. On a eu des sorties du ministère qui a effectivement confirmé qu'il allait y avoir un rehaussement, une révision des choses, mais pour l'instant, on attend de voir. Et je passe la parole à Emmanuel pour la Chine, notre dernier exemple. Merci beaucoup, Frédéric. Alors la Chine, la question chinoise sur le questionnement sur doit-on faire des stocks stratégiques ou pas, va se poser plutôt dans la dimension offensive des stocks stratégiques. Prochain slide. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, on a face à nous un acteur qui est devenu complètement incontournable sur les marchés. Pourquoi? Parce que bon, on va pas passer trop de temps dessus, mais vous avez un géant minier dont comment dire, le sous-sol chinois va recéler d'une cinquantaine en fait de minerais ou de métaux qui vont être particulièrement stratégiques. C'est aussi un géant métallurgique, c'est-à-dire que si vous prenez notamment le segment des batteries, la Chine va raffiner entre 60 et 70% en fait du cobalt, du lithium et des principaux matériaux d'intérêt, notamment du nickel. Alors, on n'est pas à 60%, mais on est en dessous, mais en gros, la Chine, c'est un géant métallurgique. Et puis surtout, la Chine, c'est le premier consommateur mondial de l'ensemble des métaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une sorte de schizophrénie lorsqu'on parle de la Chine sur les marchés de métaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Chine a un premier objectif qui est, à notre sens, le principal, c'est assurer ses propres besoins ou les besoins nationaux. Et notamment la question que Frédéric évoquait tout à l'heure sur les restrictions d'exportation, les restrictions de licences d'exportation sur le gallium et le germanium, ça vient, j'allais dire, on est toujours à se poser la question, est-ce que c'est pour aller gêner l'adversaire ou est-ce que c'est tout simplement pour alimenter son propre marché intérieur? Et donc, quelque part, c'est pour ça qu'il y a une forme de schizophrénie chinoise et que même nous, en tant que chercheurs, on a du mal parfois à analyser, c'est que tout simplement, de savoir ce qui est de l'offensif ou du défensif, parce que quelque part, satisfaire ses propres besoins, c'est du défensif, ce n'est pas forcément évident. Surtout que lorsqu'on observe la politique chinoise sur les marchés de métaux ou de minerais ou de métaux critiques, on s'aperçoit que bien avant la prise de conscience, j'allais dire américaine, européenne ou japonaise sur la question, la Chine, elle a investi, j'allais dire, chaque pays disposant de minerais, que ce soit en Amérique latine, en Asie, bien évidemment, dans son environnement proche au départ, en Océanie ou en Afrique. Et donc, quelque part, il y a déjà, depuis une vingtaine d'années, une politique très, très dynamique. Et donc, la question qui se pose, c'est dans cet environnement de rivalité systémique entre la Chine, les États-Unis et même l'Union européenne, est-ce que la Chine pourrait utiliser à la fois son pouvoir de marché sur les matériaux critiques comme d'une arme diplomatique et quelque part, quel rôle vont jouer des stocks stratégiques chinois, cet outil spécifique comment dire, dans ce contexte global. Alors, prochain slide. Ce qu'il faut voir, c'est que le plan national des ressources a réalisé ce qu'on pourrait appeler une liste de matériaux critiques. Alors, elle n'est pas faite exactement de la même manière qu'elle est réalisée notamment dans l'Union européenne ou aux États-Unis. Pourquoi? Parce que dans la stratégie chinoise, le concept de minerai stratégique, il est classé en trois catégories. On va avoir ce qu'on appelle, et vous allez voir, ça va avoir de l'importance, notamment dans la question des stocks stratégiques. La première catégorie, c'est ce qu'on va appeler les incontournables. C'est tous les métaux qui sont nécessaires, notamment à l'industrie chinoise, à la fois pour la production nationale et puis pour l'exportation, et donc dont les besoins sont très importants, j'allais dire, en volume. Et donc là, vous allez trouver
la majorité des métaux non ferreux, comme le cuivre, l'aluminium, le nickel, mais vous allez trouver aussi le fer. C'est-à-dire qu'on va classer ces métaux, en gros, comme les essentiels. Donc, notamment, la stratégie internationale de la Chine, pendant près de 20 ans, elle a visé à répondre à ces essentiels. Après, on va avoir ce qu'on appelle les ressources stratégiques pour les industries émergentes. Et donc là, on va retrouver en gros toutes les industries, enfin en tout cas tous les métaux qui sont nécessaires aux technologies qui permettent de répondre aux défis écologiques et notamment à la civilisation écologique chinoise. C'est-à-dire qu'on va trouver notamment toutes les technologies bas carbone, mais on va aussi trouver tous les métaux qui rentrent dans la composition de toutes les technologies du digital. Donc là, on va retrouver en fait le nickel, on va retrouver l'aluminium, on va retrouver aussi le cobalt, le lithium, les terres rares et puis le tungstène. Et puis, on va avoir en fait ce qu'on appelle les minerais et les métaux dits avantageux. C'est ceux qui sont produits en abondance par la Chine et c'est ceux qui peuvent faire l'objet, en gros, d'un pouvoir de marché chinois sur certains marchés. Ça va être notamment l'étain, les terres rares, le tungstène et l'antimoine. Ça veut dire déjà que, vous voyez, j'ai répété plusieurs fois différents métaux. Ça veut dire qu'un même métal peut être considéré comme stratégique car nécessaire aux industries émergentes, par exemple les terres rares, mais c'est aussi une ressource avantageuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, on va pouvoir les utiliser dans un contexte d'amplification du pouvoir de marché au niveau international. Prochain slide. Alors, la Chine a des stocks stratégiques. Alors, ces stocks stratégiques, ils sont gérés. Alors, on a écrit, on va le redire à l'oral, ils sont peu transparents ou pas transparents. Et quand on vous dit peu ou pas transparent, c'est que en gros, il est très difficile, voire même impossible de savoir quel est le volume global de métaux constitués par la Chine. Par contre, il y a une forme de communication de la banque, de l'administration nationale de l'alimentation et des réserves stratégiques, la NFSRA. Cette NFSRA, elle fonctionne là complètement à l'image d'une banque centrale, c'est-à-dire que encore au mois de juillet 2023, la Chine elle a annoncé, par exemple, l'achat de 5000 tonnes de cobalt sur les marchés internationaux. Hein. On a notamment, lorsqu'on essaie de regrouper l'ensemble des dépêches Reuters ou qu'on fait un tout petit travail, j'allais dire, sur certaines sources chinoises, on a des informations qui nous disent que les réserves stratégiques, notamment chinoises, seraient autour de 2 millions de tonnes de cuivre. Hein. Le marché est d'autour de 23 millions de tonnes. On aurait entre 800 et 900 000 tonnes d'aluminium, on aurait 400 000 tonnes de zinc. Ça veut dire que potentiellement, la Chine, elle disposerait dans ses stocks stratégiques de nombreux métaux et surtout en quantité. C'est-à-dire que là, on ne parle pas j'allais dire, de jours de consommation uniquement pour la Chine, mais là, on pourrait presque parler en termes de production mondiale. Alors certes, bien évidemment, c'est en rapport aussi avec la consommation mondiale chinoise, mais on s'aperçoit que pour l'ensemble des secteurs, notamment qui se paraissent comme essentiels et donc qui regroupent en fait ce qu'on appelle les industries émergentes, c'est-à-dire le cobalt, le cuivre, le lithium, les terres rares, etc., etc. Pour le véhicule électrique, on a des stocks pour le secteur de la défense et on a des stocks dans le domaine du digital. Ça veut dire que même s'il n'y a pas de chiffres, les acteurs ont la connaissance qu'il y a des stockages et que potentiellement, il y a une possibilité d'intervention de la Chine sur les marchés. Et là, se pose la question notamment d'une utilisation offensive et nous, ce qu'on pourrait appeler plutôt de la distorsion de marché. Parce qu'encore une fois, et je vais refaire mon parallèle avec notamment l'Agence internationale de l'énergie sur les marchés pétroliers, la grande question qui traverse ces questions de stock stratégique, c'est si vous discutez notamment avec des analystes de l'Agence internationale de l'énergie, la première chose qu'ils veillent à ce que les stocks stratégiques n'interviennent pas sur les marchés, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de distorsion de prix
D'accord? La Chine, à contrario, on peut s'interroger sur la capacité de distorsion étant donné les volumes qui sont importants et encore une fois, étant donné, j'allais dire, la stratégie de communication chinoise, lorsqu'elle évoque encore une fois 5 000 tonnes de cobalt, hein, je crois que le marché il doit faire 130 000 tonnes, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez important. Et on a la même chose notamment sur les terres rares. Après, la question, encore une fois, et là, ça peut être sujet à interprétation, c'est de savoir si la fonction des stocks, c'est encore une fois pour sécuriser la production nationale et de tout simplement répondre à un objectif tout simplement de sécurisation des besoins, ou si ça peut être fait de manière offensive. Prochain slide. Merci Emmanuel. Donc, pour rentrer dans cette conclusion après cette présentation, donc, au vu de tout ce qui a été avancé par Emmanuel et la cartographie qu'on a vue ensemble des différents pays, qu'est-ce qu'on peut déduire un petit peu de ce qui est pour la France et de l'Union européenne sur cette question des stocks stratégiques? Et ce qui est important de rappeler, on l'a déjà dit, mais vraiment insister, c'est qu'en 2023, en Union européenne, il n'y a aujourd'hui aucun dispositif de stockage stratégique de métaux critiques. Vous avez en Europe certains pays qui le font, vous avez par exemple la Suisse qui a des stocks, et encore, les métaux ne figurent pas dans la liste officielle des stocks de l'administration fédérale. Malgré tout, vous avez quand même quelques projets qui émergent, notamment de l'Union européenne. Vous avez la Commission qui a fait une proposition pour une cartographie des stocks et des flux d'approvisionnement actuellement en fonctionnement, qu'ils soient publics ou privés, qui sont passés notamment au Sénat. Vous avez des comptes rendus qui sont visibles. Et l'idée ici, c'est d'avoir déjà une première état de ce qui est disponible en termes d'infrastructure et besoin de stockage. Et vous avez une autre proposition du Parlement qui va, je ne sais pas si elle va un petit peu plus loin, mais qui est un petit peu plus concrète, si on peut dire, qui propose directement de lancer une politique de stockage pour 60 jours d'importation. Après, reste à savoir pour quels métaux, pour répondre à quels besoins, et ainsi de suite. Mais malgré tout, il y a encore plusieurs défis qui restent à relever, et on l'a déjà vu tout au long de cette présentation. Déjà, qui va assurer le rôle de la gestion de ces stocks stratégiques? Est-ce que ça va se passer au niveau des États? Est-ce que les entreprises vont avoir un rôle privilégié? Est-ce que ça va être au niveau de l'Union européenne? Et pour l'instant, on voit un frein qui est particulièrement visible dans les rapports du Sénat, c'est en ce qui concerne la compétitivité des entreprises. Parce que pour l'instant, le programme, la proposition de la Commission européenne de faire cette cartographie implique de révéler l'état des stocks d'entreprises, d'États, qui y voient une perte de compétitivité. Donc il y a déjà une question de coordination entre les différents acteurs européens qui pose problème. Après, vous avez les mécanismes de financement, bien évidemment, parce que les stocks stratégiques coûtent très cher et surtout ne sont pas rentables. Ce sont par nature des immobilisations durables en vue d'une potentielle utilisation pour prévenir un risque. Donc c'est très difficile de faire porter ce poids à des entreprises, si ce n'est avec un certain nombre de mécanismes financiers qui les rendraient possibles. Et puis, bien sûr, il faut garantir la nature stratégique, comme aux États-Unis, où vous avez une garantie que ces stocks ne sont pas utilisés pour autre chose que les besoins de la défense. Il faut mettre un certain nombre de sécurités en place, d'institutions, de régulation pour garantir cette nature stratégique, pour que ces stocks ne soient pas utilisés à d'autres fins. Et puis, et c'est sûrement le plus important, et on a déjà parlé, avant même d'avoir ces stocks stratégiques, il faut être en mesure d'avoir des approvisionnements qui soient sûrs, sécurisés, qui durent dans le temps, pour assurer l'actualisation en continu. Et puis, il faut une filière de transformation. Si vous avez des millions de tonnes de cuivre qui sont stockés sur votre territoire, mais que vous n'êtes pas en capacité de les raffiner, de les transformer, là, on parle de stock, on ne parle pas de stock stratégique. Donc, c'est déjà les premières choses à relever si on veut arriver à quelque chose en Europe. Et après, vous avez deux questions qui sont en suspens. Déjà, quel rôle attribuer à ces stocks? On l'a vu, que ce soit en Corée, au Japon, aux États-Unis, la fonction des stocks est soit stratégique, soit économique. Il faut déjà avoir un accord là-dessus. Et quand on regarde, par exemple, en France, vous avez les stocks stratégiques qui sont déjà intégrés dans la loi de programmation militaire 2030, où il est plutôt question de
sécurité, de défense, de continuité des activités de l'industrie de défense, mais on peut s'attendre très bien à ce que l'Union européenne priorise plutôt les aspects économiques, donc sachant les tensions sur ces questions d'approvisionnement, etc. C'est déjà une question qui reste posée, et surtout, quel est le bénéfice de ces stocks stratégiques? Et tout simplement, enfin, la question à se poser, c'est quel est le retour d'expérience qu'on a sur ces stocks-là? Parce que contrairement aux stocks stratégiques de pétrole, on a quand même quelques antécédents, on sait si ça fonctionne. Là, pour l'instant, on a peu de visibilité, on a peu de retour d'expérience, notamment du fait de cette confidentialité. Donc, est-ce que ça peut avoir un intérêt de mettre en place ces stocks? C'est la question. Malgré tout, il faut quand même pas oublier une chose qui est assez importante, c'est la dimension psychologique de ces stocks, qui peuvent quand même avoir un intérêt. Psychologique dans le sens que, d'un point de vue économique, si vous avez des bouleversements sur les chaînes d'approvisionnement, le fait d'avoir des stocks immobilisés pour une certaine durée avec une certaine visibilité peut permettre, potentiellement on peut l'espérer, d'éviter certaines surréactions sur les marchés comme on a pu l'avoir en 2009-2010 lors de la crise des terres rares où du jour au lendemain d'un seul coup on a eu une montée en flèche des prix de certaines matières premières. Donc ça pourrait avoir un rôle de stabilisateur pour rassurer les acteurs économiques. Et puis aussi d'un point de vue de défense. Si vous décidez d'ériger des stocks stratégiques pour des questions de défense, le fait de pouvoir affirmer que un pays a la capacité matérielle de soutenir un effort de guerre sur la durée, peut avoir un effet dissuasif. C'est justement la question qui se pose aux États-Unis, cette question d'insolvabilité stratégique. Est-ce que les États-Unis peuvent dire on peut s'engager sur le long terme sur une guerre avec la Chine, avec la Russie, ou quel que soit d'autre? Quand on regarde l'état des stocks stratégiques, on peut se poser quand même la question. Donc ce sont quand même deux points qui font que les stocks stratégiques gardent quand même un certain intérêt. Et je passe la main à David pour les cartographies. Merci. Bonjour, donc comme ça a été rappelé, Cassini accompagne depuis plusieurs années l'Observatoire pour produire de la cartographie pour accompagner les rapports. Et il faut bien le reconnaître, pour ce rapport-là, ça a été un sujet beaucoup plus compliqué, parce que comme il l'a été déjà dit, on est sur un sujet, donc des minerais, enfin des stocks stratégiques, où il y a quand même un manque d'informations assez important, notamment de l'information quantitative qui, elle, va être nécessaire pour produire de la cartographie. Donc on a changé d'approche et on a essayé de produire de la cartographie un peu originale pour essayer de présenter les grandes tendances de cette thématique. Donc je vais vous présenter 3 cartes. La première a pour objectif de dresser une sorte de panorama de l'attitude des États vis-à-vis des minerais critiques, des matières premières, enfin des matières critiques au sens large, en distinguant plusieurs moyens d'action. Donc évidemment, ce qu'on a relevé ici n'est qu'une part des moyens qui vont être mis en œuvre par les États pour constituer des stocks ou en tout cas préserver certaines filières. On l'a catégorisé en 4 grands points. Donc dès que les pays apparaissent sur la carte, c'est qu'ils ont mis un plan stratégique qui peut se définir de différentes manières avec différents moyens d'action, mais néanmoins qu'il y a une réflexion qui a été menée au niveau de l'État pour essayer de se positionner vis-à-vis de ce secteur-là. Et ensuite, on a donc 2 volets. C'est ce qu'on a mis en vert sur la carte et en rouge. Donc en vert, ce sont des mesures qu'on peut appeler positives, c'est-à-dire qu'est-ce que les pays vont mettre en œuvre pour essayer de sécuriser ou constituer un stock. Et donc quand vous voyez un carré vert sur le pays, et vous n'en voyez pas beaucoup justement, c'est que les États ont réussi, ou en tout cas ont eu la volonté de constituer un stock stratégique. Donc on voit bien la Chine, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis et la Suisse, comme il a été dit, la Russie également. Mais on voit qu'il y a très peu d'États finalement dans le monde qui ont constitué un stock. Il y a un autre élément qu'on a rangé dans cette catégorie de mesures positives, qui est en fait la mise en place de listes qui va, en fait, les pays en question vont établir une liste de matières critiques, c'est-à-dire qu'il y a quand même une prise en compte dans leur réflexion de qu'est-ce qui doit être sauvegardé ou en tout cas importé, traité avec une manière un peu différente. Donc là aussi, on le voit, très peu de pays finalement se positionnent ou en tout cas mettent ça en place. À l'inverse, et c'est le dernier volet de ces politiques-là, vous avez des points rouges qui inondent un peu le planisphère. Et là, c'est quand les États ont mis en place des restrictions d'exportation de matières premières critiques.
On le voit, la plupart des pays le font. Et donc, il y a une volonté pour chacun d'entre eux de limiter les exports. Ce n'est pas d'arrêter les exportations, mais néanmoins de considérer que l'exportation de certaines matières doit être considérée avec une plus grande attention que d'autres matières. Et donc, on le voit bien, peu d'États cumulent toutes ces politiques-là. Un seul le fait, et on le voit bien sur la Chine. La Chine, comme l'a rappelé Emmanuel H, qui est un acteur particulier de ces matières-là. Et d'ailleurs, je me permets de faire le renvoi sur les précédents rapports qui ont été faits par l'Observatoire sur les minerais, les batteries, où on expliquait déjà la place importante par la qualité de son sol, par également la qualité de son infrastructure de la Chine dans ce secteur-là. Et on le voit, alors on a été un peu frustré sur la cartographie, mais néanmoins on a quand même mis des cercles proportionnels pour donner des notions de volume. Et on le voit, c'est l'énorme bulle que vous voyez sur la Chine qui en fait représente la quantité de matières premières critiques qu'exporte la Chine dans le monde. Et on le voit, elle dépasse de très loin la plupart des pays du monde, et c'est le seul pays qui cumule toutes les mesures qu'on a mises sur cette carte, c'est-à-dire qui dispose d'un stock, qui fait la liste des minerais et des matières critiques, et en même temps qui a une logique de restriction de certaines exportations de matières premières. Donc voilà ce qu'on peut dire assez rapidement donc, sur cette carte-là. Le vrai défi pour nous, c'est comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de cas d'études sur certains pays, ce qui a été très très bien, et on voulait faire un pas de côté en essayant d'avoir une vision globale du positionnement des États sur ce sujet-là. Donc ça, c'est notre première carte. Notre deuxième carte, où là, on fait un focus sur l'Union européenne. Ce qui a été dit justement, c'est comme ça, Frédéric, que tu terminais ta présentation. Et donc, on voulait s'intéresser à la stratégie qu'avait mis en place l'Union européenne pour s'approvisionner dans ces matières-là. Et donc, cette carte-là, ce qu'on a voulu faire apparaître, c'est une contradiction. Parce qu'à première vue, on constate qu'il y a une grande diversité d'acteurs auprès desquels l'Union européenne va s'approvisionner. Et donc, tout ça laisse à penser que plus l'Union européenne est en capacité de diversifier ses sources d'approvisionnement, plus elle va être moins dépendante de certains acteurs. Et donc, on le voit, il y a des aplats de couleurs de différentes nuances de rouge sur la carte qui en fait mesurent le volume des importations. Mais la principale contradiction, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est que parmi cette grande diversité d'acteurs, il y en a qui ont une place prépondérante. On le voit évidemment la Chine, dont l'aplat est le plus foncé. Donc on voit que la Chine est l'un des principaux partenaires, l'un des principaux exportateurs en direction de l'Union européenne. Et surtout, on a voulu mettre ça en avant sur la carte. Donc ça mérite de rentrer un peu dans la carte, mais ça apparaît sur la légende. Vous avez des carrés qui apparaissent avec différents niveaux de couleurs. Donc, soit on est sur de l'extraction, soit on est sur du produit raffiné. Mais l'idée principale qu'il faut retenir sur ces cartes, c'est que plus le carré est foncé, plus le pays en question va être quasiment la seule source d'approvisionnement des différentes matières. Et donc, on le voit, la Chine a ce double rôle, c'est-à-dire que c'est elle qui exporte le plus vers l'Union européenne en volume, mais c'est également elle qui est le principal fournisseur de certains minerais dont l'Union européenne dépend à quasiment 100%. Donc on en a listé 18 matières où la Chine a une place, en fait, est le principal exportateur. Et vous voyez, vous avez un carré de 9 en violet foncé, où en fait, dans ces matières-là qu'on a listées sur la carte, la Chine est le principal fournisseur, l'unique fournisseur. Donc on voit bien cette dépendance auprès de certains États, mais la Chine n'est pas le seul. On le voit notamment avec le Brésil, avec le Chili, où vous avez quasiment un importateur unique pour l'Union européenne. Et c'est ce qu'on avait voulu montrer sur cette carte. Je fais une petite nuance également. Vous voyez que on a inclus les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire que évidemment, au sein de l'Union européenne, vous avez des pays qui produisent et qui vont ensuite exporter ou en tout cas approvisionner le reste de l'Union européenne. Et c'est le cas pour certaines matières, et notamment la France fait partie de ces États qui produisent et qui fournissent. Mais néanmoins, l'essentiel, et c'est ce qu'on a voulu résumer sur le camembert en bas à droite, l'essentiel provient de l'extérieur et l'Union européenne n'est pas du tout autosuffisante en la matière.
Enfin, il y a une troisième carte qu'on n'a pas mis dans le rapport, mais qui me semblait pertinente de mettre ici, mais en guise de conclusion et d'ouverture, parce que jusqu'à présent, on a évoqué la politique nationale qu'avaient mis en œuvre certains États pour se constituer des stocks et se positionner. On pense qu'une carte de ce type-là permet d'ouvrir le sujet, puisque elle a pour objectif de montrer comment les États mettent en place des stratégies bilatérales ou multilatérales pour essayer de coopérer au maximum, avec évidemment, mais ça c'est parce que il faut le lire dans les précédents rapports de l'Observatoire, avec une volonté aussi de faire face d'une certaine manière à la stratégie chinoise qui, elle, dispose, enfin ce pays dispose de tous les atouts pour être extrêmement conquérant et dominant sur le marché. Et donc on le voit, cette carte-là le montre, il y a des politiques qui sont menées par différents États pour coopérer. Alors les coopérations sont variables, on liste les différents types de coopération. D'ailleurs, on liste deux types de coopération. Quand le trait est plein, c'est que la coopération est effective et que l'accord est signé. Et quand vous avez les pointillés, c'est que ce sont des accords qui sont en cours et négociés, ou en cours de négociation, pardon. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un bloc qui se constitue, pour le dire grosso modo, à l'exception de quelques pays, notamment l'Inde, on a un bloc des pays du Nord, occidental, avec des gros guillemets évidemment, mais qui se constitue et qui réfléchit à comment collaborer sur les différentes étapes de la chaîne de valeur. Donc parfois ça peut être une réflexion commune, parfois ça peut être du partenariat sur de l'extraction, sur de l'achat, etc., et des positionnements communs. Et donc on voit que à côté de tout ce qui vient d'être dit sur les stratégies de certains États, il y a quand même un champ à explorer. Donc je conclus comme ça et j'ouvre pour la suite. Un champ qui consiste à expliquer que les États s'organisent également, puisque on l'a bien compris et ça a été rappelé, avoir des stocks et du minerai brut sur son territoire ne sert à rien si on n'est pas en capacité de le raffiner. Et donc ces accords de partenariat consistent justement à positionner les différents États pour être à une place où ils sont pertinents dans la chaîne de valeur. Donc soit importer et stocker, soit raffiner, soit vendre, etc. Donc cette carte, il y a beaucoup à dire, je rentre pas parce que je ne veux pas dépasser mon temps, mais elles sont évidemment à votre disposition. Merci David et merci à tous pour vos présentations. Comme le disait David, donc elles sont à disposition comme l'ensemble des rapports de l'Observatoire sur le site de l'IRIS. On va pouvoir ouvrir aux questions. On en a une première donc sur la question de la renationalisation des industries minières, avec l'exemple de l'Indonésie notamment. Et donc pourrait-on voir la création de stocks commerciaux dans ces nouveaux grands producteurs hors Chine dans le but de manipuler le marché? On pense à des acteurs comme la Guinée, l'Indonésie, l'Afrique du Sud ou le Chili encore. Qui veut répondre? Je peux répondre. C'est pas forcément une question de renationalisation parce que, comme on l'a vu, en fait, la question des stocks, c'est aussi une question en fait entre stock public et stock privé. Donc, en plus, la question indonésienne, c'est pas tellement une question de renationalisation parce que de toute façon, il y a déjà une entreprise nationale, mais c'est la question de la remontée de la chaîne de valeur. Donc, lorsque l'Indonésie, en fait, elle fait son plan autour de 2020, 21, 22 et qu'elle limite les exportations de minerais, c'est pour dire aux entreprises étrangères, venez sur notre territoire. Donc, ce n'est pas forcément une question de nationalisation. Après, ce qu'il faut voir, encore une fois, c'est certes, vous avez des gros pays producteurs, mais si vous êtes producteur uniquement de minerais ou si vous êtes dans l'amont de la chaîne de valeur, notamment en Indonésie, en Guinée, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme autre exemple dans la question. Il y avait la Guinée, l'Indonésie, l'Afrique du Sud et le Chili. Ok. Alors, le Chili, c'est pareil. La question au Chili, c'est le nouveau président Boric. En fait, il parle de nationalisation, il va créer une structure. Mais encore une fois, nationalisation ne veut pas forcément dire expulsion des entreprises étrangères. Il y a déjà eu des réunions avec SQM, la principale entreprise privée qui est sino-chilienne, et puis avec Albemarle au Chili, pour discuter en fait de comment on se partage
comment dire, la production. Donc c'est pas forcément, faut distinguer à mon sens les problématiques de nationalisme et les problématiques de stock stratégique qui sont pas forcément liées. Et puis il y a quand même quelque chose qu'il faut voir. À un moment il faut mettre des chiffres. Faites une multiplication. Si vous faites un stock de 1 million de tonnes de cuivre qui est à $8 000 la tonne, ça vous fait quand même une somme importante à mobiliser pour certains pays producteurs. Hein. Vous faites la même chose sur le cobalt, vous faites la même chose sur le lithium, sur le nickel. Ce sont des sommes qui sont très importantes à mobiliser. Et donc, pour des pays qui sont des pays, j'allais dire, plutôt à revenus, enfin, dont le PIB, en gros, dont le PIB par tête est quand même en dessous de la moyenne internationale, c'est pas forcément très évident, en fait, de constituer des stocks. La problématique des stocks stratégiques, c'est une problématique plutôt de pays consommateurs que de pays producteurs. Merci. On a une autre question. Que penser du fonds dédié aux métaux critiques, le FMC, de 2 milliards d'euros lancé par la société d'investissement Infravia en mai 2023, avec le soutien de l'État français, et donc qui vise à sécuriser les approvisionnements de l'industrie française et européenne? Mais je peux répondre, hein, sans aucun problème. Alors, en fait, c'est un fonds d'État qui est géré par la société Infravia. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie qui est mise en place par l'État et il y a une recherche d'effet de levier pour aller chercher des financements privés qui monteraient autour de 2 milliards de dollars. Ce qu'il faut voir, c'est que la question du fonds, elle pose deux questions. Un, déjà, c'est pas une question de stockage stratégique, hein, ça n'a absolument rien à voir. C'est plutôt dans la recherche notamment de diplomatie minérale ou d'achat de concessions à l'étranger. Et là, il y a deux questions qui se posent. C'est est-ce qu'il y a assez de financement? Ça, c'est le premier point. Là, je peux vous donner juste un ordre de comparaison. Lorsque la Chine commence à discuter d'une concession en Bolivie sur le lithium, on est autour de 1,7 milliard, 2,5 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 milliards d'euros, ça veut dire c'est une concession à l'étranger. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, le prix des concessions a terriblement augmenté. Après, il y a un deuxième problème qui se pose. Bien évidemment, c'est un outil qui est tout à fait louable. Hein. Mais à notre sens, il y a une deuxième question qui va se poser, c'est pourquoi uniquement au niveau français, alors qu'on a un règlement européen sur les matériaux critiques qui a été voté en 2023. Est-ce que un fonds européen, ce serait pas beaucoup plus utile et ça permettrait pas d'avoir des effets de levier beaucoup plus importants? Ça veut dire de la coopération, ça veut dire de la discussion, ça veut dire de la communication. Alors bien évidemment, c'est un premier outil qu'on peut utiliser, mais il y a des limites à la fois en termes de surface financière envisagée et puis, j'allais dire, de géographie. Justement, on nous demande si l'Union européenne, qui a des fondements libéraux, serait une organisation qui pourrait accompagner un effort de guerre. Euh, alors là-dessus, j'ai peut-être des éléments un petit peu historiques et notamment fait un retour sur les États-Unis. Il faut savoir que après l'acte originel de 1939, une des barrières qui a fait que l'initiative n'a pas porté ses fruits avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est justement cette notion d'entrave au libre-échange, qui a effectivement conduit à un blocage, à une limitation des constitutions de la NDS, parce qu'évidemment, vous immobilisez de la matière, une question de rentabilité derrière qui ne vient pas. Malgré tout, les États-Unis s'y sont mis parce qu'il y avait une nécessité stratégique, une priorité stratégique, parce qu'il y avait un antécédent. Et aujourd'hui, quand on voit possiblement tension sur ces marchés, sur l'approvisionnement en matière pour la continuité des activités industrielles, quelque part, on peut dire que c'est une nécessité justement pour garantir que les entreprises vont continuer à tourner. Donc on a quand même des bases historiques qui nous disent que malgré des fondements plutôt libéraux, la priorité stratégique peut prendre le dessus. Donc c'est tout à fait possible.
Oui, et puis si je peux ajouter quelque chose, rien que dans le domaine des métaux critiques, lorsqu'en 2017 l'Union européenne lance l'Alliance européenne des batteries, c'est un questionnement stratégique. Lorsque on peut même remonter plus tôt, hein, enfin plus lointain sur la question industrielle, lorsqu'on pense Airbus, c'est stratégique, c'est de l'aviation. Donc ne pas comment dire, ne pas penser que l'Europe ne peut pas être stratégique. Déjà, si vous reprenez le discours de septembre 2022 d'Ursula von der Leyen, elle nous parle de métaux stratégiques, elle nous parle de stratégie européenne. Si vous prenez Thierry Breton comment dire, la publication du règlement européen sur les matières premières, on nous dit quoi? On nous dit, bah, en gros, pour faire la guerre, il faut du tungstène, pour faire de la transition bas carbone, il vous faut de lithium, et donc ça, il faut envisager une stratégie européenne. Donc, oui, oui, je pense que l'Europe est tout à fait apte. Et d'ailleurs, il faut quand même mentionner, c'est qu'elle est très avancée en matière de règlement européen sur les matériaux critiques. Elle est très avancée, j'allais dire, en termes de pensée un petit peu systémique, c'est-à-dire à la fois des filières de recyclage, à la fois de la production nationale. Donc, ça veut dire qu'on a des objectifs à l'horizon 2030. Alors, certes, on n'a pas une voie comme aux États-Unis, qui est porté notamment par le président. Alors à l'époque, en 2017, c'est Trump. Hein. Si vous relisez notamment le rapport qu'on avait publié dans l'Observatoire sur la stratégie minière américaine en juillet 2022, vous apercevrez que ce qu'il est important dans ce type d'initiative, c'est que ça soit incarné. Alors en 2017, ça a été incarné par Trump. Maintenant, c'est incarné par Biden. C'est vrai qu'au niveau européen, on manque peut-être d'incarnation, mais par contre de dire qu'il n'y aurait pas de pensée stratégique parce que l'Europe est un grand marché, ben si, justement, parce que l'Europe est un grand marché, il y a une problématique de sécurisation et donc potentiellement, il y a de la stratégie et notamment de la stratégie de sécurisation. Et à mon sens, c'est pour ça que ça a été fait. Quid des sanctions européennes et américaines sur les importations de minerais et métaux russes comment ça pourrait impacter la constitution de stocks stratégiques en France et en Europe? Ouais. La réponse est très facile, hein. Il n'y a pas eu de sanctions européennes sur les métaux comme le nickel, le cuivre ou le cobalt. Tout simplement, si vous regardez, la Russie a la particularité d'être le troisième producteur mondial de cobalt, le troisième producteur mondial de nickel et produit environ 5% du cuivre. Et elle produit aussi beaucoup d'autres matériaux qui sont assez essentiels à la fois pour l'aviation et puis pour le secteur aéronautique et puis pour le secteur agricole. Tout ce qui touchait de près ou de loin en fait aux industries de matériaux critiques en fait n'a pas fait l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne. Donc la question est une non-question. Très bien. Bah, j'en trouve une autre alors. La Chine pourrait-elle chercher la constitution d'un cartel de pays producteurs de métaux stratégiques à l'image de l'OPEP? Alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, quelque part, la Chine, si vous regardez toutes les questions relatives aux matériaux critiques et notamment à la cartélisation. À l'heure actuelle, il y a deux grands questionnements. Il y a un premier questionnement autour d'un cartel du lithium, Bolivie, Chili, Argentine. Et pendant très, très, très longtemps, on s'est posé la question de quel serait l'intérêt, en fait, notamment du Chili ou de l'Argentine, de rentrer dans un tel cartel. Avec l'arrivée de Boric à la tête du Chili, la question se repose tout simplement parce qu'il y a cette question de la nationalisation. Après, il faut se poser, il y a deux questions autour de ce cartel du lithium. C'est quid de l'absence notamment de l'Australie qui fait 55% de la production mondiale de lithium dans ce cartel. Donc ça, c'est une vraie question parce que quand même, c'est un acteur majeur. Et la deuxième question, c'est justement, quel est l'intérêt de la Chine? Est-ce que l'intérêt de la Chine, c'est d'avoir un cartel du lithium en face d'elle, ou c'est de continuer à faire des relations, j'allais dire, de gré à gré en bilatéral? À mon sens, la Chine, elle mettra tout son poids pour ne pas que ce type de cartel se réalise. Le deuxième exemple que l'on peut prendre, c'est l'Indonésie, qui, en octobre 2022, par la voix de son ministre de l'Investissement, a dit tout simplement on va faire un cartel des métaux des batteries. Mais là, encore une fois, faire un cartel des métaux des batteries,
batteries sans penser que la Chine raffine entre 60 et 70% des métaux des batteries, c'est un tout petit peu, comment dire, c'est un tout petit peu étonnant. Donc ça veut dire que dans les deux cas, la Chine, elle a un grand rôle à jouer. Après, posez-vous juste la question suivante. Quel est l'intérêt économique de la Chine? C'est d'avoir des métaux et des minerais au plus bas coût possible. Et donc, quelque part, avoir un cartel, ça veut dire avoir des prix plus élevés. Donc, est-ce que c'est dans la logique chinoise? J'en suis pas sûr. Après, il faut se poser la question au niveau mondial. Est-ce qu'on aurait intérêt à avoir des cartels? Potentiellement, oui. Et vous allez voir, c'est là où c'est tout à fait paradoxal. C'est que si on a un cartel, on peut avoir potentiellement de la stabilité des prix. Et si on a de la stabilité des prix, on a une stabilité des prix des technologies bas carbone, c'est-à-dire qu'on aura des prix plus élevés, mais en gros, quelque part plus stables, moins de volatilité. Est-ce que le système d'économie de marché est compatible avec ce type comment dire, de procédé? J'en suis pas sûr. Et après, il y a toute une question autour de j'allais dire, la faible transparence de ces marchés, que ce soit le cobalt, le lithium ou les terres rares. Quelque part, les producteurs, à l'heure actuelle, ils ont déjà le pouvoir de marché. Ils n'ont pas besoin de faire des cartels. Ils ont déjà, en gros, des relations bilatérales ou de gré à gré. Et donc, quelque part, se constituer en cartel, est-ce que c'est logique ou pas? Non. Pour moi, la question de la cartélisation à l'heure actuelle, c'est plutôt le chiffon rouge qui est agité par les pays producteurs de minerais et de métaux pour dire tout simplement, nous existons, nous allons peser dans la transition et vous allez payer beaucoup plus cher à la fois vos métaux et potentiellement vos technologies bas carbone. Comment les stratégies d'économie circulaire peuvent être liées à la constitution de stocks stratégiques? Alors ça, c'est un point qui est assez intéressant parce que, alors je ne sais pas si on peut parler de circularité. Dans tous les exemples qu'on a donnés, il y a une dimension de circularité. On a parlé aux États-Unis de la primauté des approvisionnements nationaux qui avait posé problème à la constitution des stocks de manière ambitieuse. Aujourd'hui, les États-Unis ont recours à des importations extérieures, mais il y a une contrainte réglementaire donnée au président, au département de la Défense, aux gestionnaires des stocks, de trouver des solutions domestiques qui passent par le recyclage, par la recherche d'alternatives, par des économies de consommation. C'est quelque chose de très présent aux États-Unis et on le retrouve aussi au Japon. La fameuse stratégie des éléments conçue par les deux ministères des technologies, du commerce et de l'industrie prévoit, et c'est intégré dans les activités de la JobMeg, une fonction de recyclage, de réutilisation et de recherche pour trouver de nouveaux matériaux pour réduire les importations. Donc en réalité, dans tout le processus d'actualisation des stocks, parce que vous avez des pertes de matière et puis vous avez les sorties, eh bien il y a cette notion de recyclage qui est très présente. Et quand vous regardez par exemple les inventaires, enfin du moins l'image qu'on arrive à trouver des inventaires aux États-Unis, vous avez des chutes, des rebuts, des matériaux réutilisés, etc. Donc les stocks stratégiques sont là pour réduire la vulnérabilité et ça inclut également toute une stratégie, mais ce qui est presque en dehors des stocks, qui est en parallèle pour réduire la consommation, avoir plus de circularité dans l'économie. Et est-ce que tu aurais des exemples de certaines filières est-ce que tu pourrais nous dire avec quel mode de financement et quel type de partenariat elles ont été montées dans le recyclage? Alors pour ce qui concerne la France, alors je pense que Emmanuel aura des compléments, mais par exemple en France on a toutes les gigafactories de batteries qui se sont lancées dans le nord de la France et notamment pour recyclage de batteries, pour récupérer les éléments constitutifs, le nickel, le lithium, etc. Ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que en ce qui concerne certains projets de recyclage de batteries, elles se font en joint venture avec la Chine, notamment avec un des fournisseurs de tungstène et de matériaux pour cathodes, donc ce qui peut éventuellement poser un petit peu question sur la question de réduire la vulnérabilité par rapport à un approvisionnement qui est trop concentré en Chine, mais on a quand même quelques filières. Après, néanmoins, effectivement, sur les questions de reconstituer des filières de transformation, en Europe, je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'on revient un petit peu de loin, mais il y a quand même des projets qui sont en cours aujourd'hui, notamment sur les batteries. Alors, les stocks stratégiques indiquent la capacité à tenir dans la durée un combat de haute intensité. Existe-t-il une projection de la consommation de matières stratégiques lors des conflits de type Ukraine ou possiblement mer de Chine? Là, on va revenir un petit peu sur le problème de départ, c'est la confidentialité. Il y a deux pays, en tout cas à ma connaissance, qui établissent vraiment des scénarios de conflit, ce sont les États-Unis et le Japon. Alors le Japon, je ne sais pas exactement si c'est des scénarios de conflit, mais en tout cas, il y a des scénarios pour répondre à la demande en cas d'urgence. Mais en revanche, sur les besoins, vraiment, on a
pas vraiment moyen de savoir vraiment quelle est la quantité. Après, ce qui est un indicateur, malgré tout, c'est l'évolution des stocks qu'on voit aux États-Unis. On voit bien qu'à partir des années 50, avec cette histoire de guerre nucléaire qui serait donc très courte et peu consommatrice de métaux, eh ben, on a revu les besoins à la baisse. Mais après, est-ce qu'on a des chiffres clairement établis? À ma connaissance, non, du fait de la confidentialité de ces scénarios. Moi, je pense aussi qu'il faut rajouter, Frédéric, que c'est extrêmement difficile à évaluer. On a une difficulté tout simplement de quantification de ces guerres, comment dire, intenses et de longue durée. C'est, à mon sens, il y a sûrement des projections, tu as raison, il y a sûrement des projections qui sont confidentielles, mais de là à chiffrer totalement un conflit, je ne pense pas. Comment envisager les partenariats publics-privés dans la constitution des stocks stratégiques, alors que certaines entreprises s'engagent unilatéralement dans la sécurisation de leurs approvisionnements en amont de la chaîne de valeur, à l'image de Stellantis nouant des accords commerciaux avec l'industrie minière au Chili, en Australie, etc. Je pense que c'est pas incompatible. Quand on parle de partenariat public-privé, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut pas mélanger. Des entreprises privées peuvent gérer des stocks stratégiques. C'est pas antinomique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des entreprises qui sont ciblées, qu'on considère comme essentielles, qui vont avoir des stocks stratégiques à la fois pour leur entreprise, mais aussi pour la nation, tout simplement parce que ce sont des entreprises essentielles. À mon sens, le partenariat public-privé, il est essentiel à la fois en termes de financement et de définition des besoins. C'est pas l'État qui connaît les besoins des entreprises privées, ce sont les entreprises privées elles-mêmes. Donc ça veut dire qu'il va falloir, encore une fois, c'est une question de ciblage. On doit cibler les entreprises essentielles et cibler à l'intérieur des entreprises essentielles celles qui doivent faire des stocks stratégiques. Après, cette question-là, elle doit exister aussi au niveau du financement. Et après, que des entreprises comme Stellantis, mais vous avez en gros la majeure partie des entreprises automobiles qui essayent de sécuriser soit les batteries, soit les minerais dans les batteries. Alors, il y en a beaucoup d'entreprises étrangères qui le font, il y en a beaucoup moins des entreprises françaises qui le font, peut-être Stellantis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire une double sécurisation. Et puis, si vous sécurisez comment dire, ça dépend ce que vous sécurisez. Est-ce que vous sécurisez les minerais? Est-ce que vous sécurisez les métaux? Encore une fois, si vous voulez, la question, cette question des métaux stratégiques se pose réellement sur quelle est la consommation, j'allais dire, existante de métaux. Si vous achetez toutes vos batteries à l'étranger et que vous ne fabriquez pas vos batteries sur le territoire français, la question de la sécurisation des métaux stratégiques n'existe pas. Vous voyez? La question existe si vous souhaitez être un industriel qui fabrique ses propres batteries sur le territoire. Si vous importez des batteries chinoises, bon bah, la question de la sécurisation, elle est au niveau chinois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi toute une logique industrielle derrière de relocalisation. Et moi, je suis un tout petit peu plus pessimiste que Frédéric sur la question de la relocalisation, tout simplement parce que relocaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter les émissions de CO2 sur le territoire. Moi, j'attends de voir quel sera le président ou le Premier ministre qui prendra en charge, en fait, qui assumera une relocalisation d'activités environnementalement polluantes sur le territoire français. Et je le dis de manière très provocatrice. On avait compris. Et justement, en termes de capacité industrielle, aujourd'hui, on a vu que pour pouvoir faire des stocks, il fallait être équipé sur toute la chaîne de valeur. Quelles sont les capacités, où en est-on en ce moment en Europe et en France? C'est ce qu'on a abordé effectivement sur ces histoires de gigafactory de batterie par exemple. Après, moi personnellement, je ne serais pas capable d'être exhaustif sur ce point, mais c'est la principale barrière à l'heure actuelle quand on regarde les débats qui ont lieu à l'heure actuelle au Sénat notamment euh, sur les capacités à transformer ces matières-là. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a encore des choses à faire.
Alors moi je vais même aller, je vais continuer un peu dans la provocation, mais la question des stocks stratégiques, elle doit s'appréhender aussi dans une logique, alors certes de circularité, mais surtout de sobriété. C'est-à-dire qu'avant de se poser la question de constituer des stocks stratégiques, il faut se poser la question de savoir comment on va réduire notre demande en métaux. Et parce que quelque part, la question qui a été posée de relocalisation, on pourrait se dire tout simplement, il y a des entreprises, faut penser au niveau européen. Il y a des entreprises qui sont déjà localisées, où il y a des pays qui ont une culture industrielle beaucoup plus forte que la nôtre, ou en tout cas qui l'assument et qui la perpétuent depuis de nombreuses années. Et on peut se dire tout simplement, dans ces territoires-là, on va jouer, j'allais dire, aux avantages comparatifs et on va essayer de jouer justement sur les complémentarités industrielles au niveau européen. C'est pour ça que la question des stocks stratégiques doit être européenne. Mais on peut aussi se poser la question au niveau européen, et ça n'existe pas, notamment dans le règlement européen sur les matières premières, de la question de la sobriété. C'est l'absence, c'est l'impensé. C'est-à-dire qu'on a toujours cette logique d'augmentation des besoins en métaux, alors qu'on pourrait tout de suite se poser la question de comment la réduire, et notamment la question de la circularité ou l'éco-conception, ben, sans sobriété, ça n'a pas de sens. Et quelles leçons vous pouvez tirer de l'étude des différents modes de gouvernance des stocks stratégiques entre les publics et le privé notamment? Personnellement, si je m'en tiens juste aux différents exemples qu'on a aujourd'hui, alors Emmanuel le disait très bien, il n'y a pas d'incompatibilité à ce qu'il y ait une gestion publique-privée. Néanmoins, et je pense que c'est quand même révélateur de quelque chose, on a quand même une tendance à voir une dominance du secteur public dans ces questions-là. On avait un exemple qui était le Japon, où on avait une gestion qui était partagée avec le secteur privé. Aujourd'hui, tout est géré à 100% par la JOGMEC, financé par l'État japonais. Un autre exemple dont on peut parler, alors qui rentre un petit peu, qui est un peu en dehors du périmètre, c'est le cas de la Suisse. La Suisse qui n'a pas à proprement parler de stock de métaux critiques, mais qui laisse la possibilité au secteur privé, à des entreprises de constituer des stocks stratégiques. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement minime. L'essentiel des stocks en Suisse sont gérés par les acteurs fédéraux. Donc, il y a quand même une dominance, je pense, liée à l'incertitude probablement d'une gestion publique, et qui est aussi liée à une question de rentabilité, parce que assurer cette fonctionnalité pour certaines entreprises peut sembler assez contre-intuitive et un peu comme une anomalie. Alors, Dans le rapport. ouais, si je peux rajouter quelque chose, il n'y a absolument pas d'incompatibilité. Il y a quelques années, alors c'est un concurrent, mais il faut quand même le signaler. L'Institut français des relations internationales a sorti un très très bon papier sur les stocks stratégiques, où il se posait la question des stocks stratégiques gérés comme une banque, c'est-à-dire une banque dynamique qui ferait des entrées, des sorties. C'était très très intéressant comme perspective, et donc je pense que comment dire, il faut voir les stocks stratégiques non pas comme ils ont été dans les années 60, 70, 80, c'est-à-dire des espèces d'entrepôts dans lequel de manière très schématique, hein, on posait des métaux et que on se disait, bah, on ne sait jamais si des fois il se passe quelque chose. L'ère actuelle est plutôt à la flexibilité, au dynamisme, et donc à gérer encore une fois ce flux de matières premières comme quelque chose qui peut être, j'allais dire, vecteur d'utilité pour les entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, encore une fois, et je reviens dessus, mais je pense que c'est essentiel, il faut que la question des stocks stratégiques soit incarnée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à la tête de la personne qui va gérer les stocks stratégiques cette volonté de gérer ces stocks comme on gère, encore une fois, une banque centrale. Quand je prenais l'exemple de Greenspan, pourquoi tout le monde connaît Greenspan? Parce qu'il a géré la banque centrale d'une certaine manière en communiquant. Eh bien, c'est exactement la même chose. Janet Yellen, Bernanke, ils ont tous géré à leur façon, ils ont incarné la fonction. Et je pense que c'est aussi important d'avoir une personne qui incarne que d'avoir des stocks élevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui communique sur les stocks est autant importante que le volume des stocks dans les entrepôts de stockage. Merci Emmanuel. Il n'y a pas de nouvelles questions qui arrivent, alors on va pouvoir conclure. Je vous remercie tous pour vos présentations, vos interventions. Merci pour les questions. Merci beaucoup de nous suivre. Pour rappel, tout est disponible sur le site de l'Observatoire, et je vous donne rendez-vous pour le prochain rapport, donc qui sera le rapport 16. Merci, au revoir.
Merci. Merci.